Il y a une instrumentalisation assez particulière de la démocratie par les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales contre l'Afrique. Cette instrumentalisation est d'abord à l'origine intellectuelle. Il y a une manière mythologique de présenter l'histoire de la pensée politique en disant que l'être humain qui était sur la Terre a découvert le meilleur système politique au 7e siècle avant notre ère en Grèce. Lorsque des Grecs, notamment parmi lesquels Clisthène, Solon d'Athènes, pensèrent que la meilleure façon de gouverner les hommes était de les consulter eux-mêmes et d'obtenir, dans un débat sur la place publique de l'Agora, obtenir de la foule qu'elle trouve un accord sur la meilleure façon et les meilleurs dirigeants des affaires publiques. Selon cette théorie, sur la Terre, avant Solon, avant Clisthène, avant les Athéniens, personne n'avait réfléchi à un tel système. Ce système devait donc être perfectionné. On passerait ainsi de la démocratie antique, celle qu'auraient inventée les Grecs, à la démocratie moderne, dite représentative, celle qui va apparaître, mettons, à partir du 16e, 17e siècle, lorsque le principe du choix des dirigeants qui avait lieu dans l'Antiquité, qui était le tirage au sort, sera remplacé progressivement par le principe de l'élection des représentants du peuple. Donc il y a une espèce d'histoire de la démocratie qui est une histoire sacrée, messianique, une histoire enjolivée, une histoire angélisée, une histoire bonifiée, idéalisée, divinisée. La démocratie, comme étant le meilleur des régimes politiques possibles, théorisé par les Grecs, hérité à travers la Rome jusqu'à la Renaissance, et jusqu'aux Lumières par les peuples d'Occident. Cette fameuse démocratie ainsi pensée aurait été transmise dans le cadre de la mission civilisatrice, négrière, coloniale, néocoloniale et impérialiste au reste du monde. Et c'est au nom du privilège de cette théorie supérieure du politique que les grandes puissances négrières, les grandes puissances colonialistes occidentales, les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales se prévalent encore d'une supériorité morale au nom de laquelle elles auraient à enseigner la politique à toute la Terre. Voilà un résumé de l'histoire de cette soi-disant démocratie. Or, cette histoire est fausse, elle est cousue de fil blanc, elle est cousue de mensonges aberrants. Premièrement, ce ne sont pas les Grecs du 7e siècle avant Jésus-Christ qui ont été les premiers à consulter le peuple pour former les décisions politiques. Plusieurs régimes politiques avant les Grecs qui ont commencé à réfléchir à cette question sérieusement 700 ans avant Jésus-Christ. Plusieurs régimes politiques ont existé sur la terre avant la démocratie athénienne dans lesquels la consultation du peuple et la représentation du peuple étaient incluses dans l'organisation du gouvernement. Sur la terre africaine, une tradition qui existe longtemps avant les Grecs, puisque la civilisation négro-africaine précède la civilisation occidentale, c'est la tradition de ce qu'on a appelé l'arbre à palabre ou du conseil des anciens ou du conseil des notables dans toutes les chefferies traditionnelles africaines. Mais à quoi renvoie cette tradition? Elle renvoie à la consultation du peuple. Les notables, les membres du conseil des sages, ceux qui participent à l'arbre à palabre, sont les représentants des différents segments de la société organisés autour de la monarchie africaine. Donc, en fait, la monarchie africaine pratiquait le principe de la consultation populaire, longtemps avant l'apparition de la démocratie occidentale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est bien de voir que le système démocratique, tel qu'il a été présenté comme étant le meilleur système politique, ce système n'a pas convaincu plusieurs nations occidentales jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Puisque en Occident, on compte encore 12 monarchies dites constitutionnelles. C'est-à-dire que si le système démocratique était dans l'absolu le meilleur système politique au monde, il n'y aurait plus de monarques en Europe. Il n'y aurait pas 12 monarchies en Europe. Ça, c'est le deuxième argument. Premier argument,
L'Europe n'a pas inventé la consultation populaire et la représentation populaire. C'est faux de dire que la représentation et la consultation populaire datent eh bien, du système des Grecs. Deuxième contre-argument, et ça ce sont des faits, mais l'Occident lui-même n'est pas convaincu du principe démocratique. Car si l'Occident était convaincu du principe démocratique, il n'y aurait pas 12 monarchies ici en Occident. Il n'y aurait pas la monarchie d'Espagne. Il n'y aurait pas la monarchie de Suède. Il n'y aurait pas la monarchie du Danemark. Il n'y aurait pas la monarchie d'Angleterre. Il n'y aurait pas la monarchie de Monaco. Il n'y aurait pas la monarchie du Luxembourg. Il n'y aurait pas la monarchie des Pays-Bas. Il n'y aurait pas la monarchie de Belgique. Il n'y aurait pas la monarchie d'Andorre. D'accord? Il n'y aurait pas toutes ces monarchies au cœur de l'Europe du XXIe siècle. Si le principe du pouvoir démocratique avait absolument conquis les esprits et les cœurs des Occidentaux. Mieux, certaines des puissances qui se sont arrogées le droit d'enseigner la démocratie à toute la Terre sont des puissances qui, chez elles, pratiquent des semi-démocraties, mettons ce qu'on appelle les monarchies constitutionnelles. Parmi ceux qui enseignent ou prétendent enseigner la démocratie aux Africains, mais il y a les Belges. Pourtant, ils ont un roi. Coupable d'ailleurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en Afrique, par descendance, par responsabilité, par continuité monarchique. Non, la Belgique, qui est le siège de l'Union européenne, est sans doute le siège des institutions qui prétendent enseigner la démocratie et les droits humains aux Africains. Mais pourtant, la Belgique, elle a comme chef d'État un roi qui n'est pas élu par consultation populaire. L'une des plus grandes puissances négrières de tous les temps, la Grande-Bretagne, est encore un royaume. Et les Britanniques s'inquiètent au quotidien du sort du roi Charles, qu'ils n'ont pas élu. Bon, parmi les peuples qui essayent d'enseigner les droits de l'homme, etc. aux Africains, il y a quand même les Pays-Bas, la Hollande. Bon, mais les Hollandais, ils sont dirigés par un roi, il n'est pas élu. Bon, l'Espagne aussi fait partie des pays qui signent de temps en temps des pétitions, des déclarations pour menacer les pays africains qui ne sont pas démocratiques. Pourtant, l'Espagne est un roi, est un royaume. N'est-ce pas? Donc, en fait, il y a une incongruité pour l'Europe à avoir 12 monarchies et à vouloir prétendre être le parangon de la démocratie. Comment pouvez-vous enseigner le système démocratique au monde entier si vous ne le respectez pas chez vous? Bon, prenons un troisième argument. Le troisième argument contre la propagande démocratique occidentale, mais c'est la pratique historique de l'Occident envers le reste du monde. L'Occident a été le continent politique le plus sauvage et le plus barbare envers le reste de la planète. Posons cette question à M. Sarkozy. Monsieur Sarkozy, vous qui avez été chef de l'État français, à votre avis, sur la base de votre culture, qui n'est pas une très grande référence, mais enfin, quand même, vous avez été un chef d'État français, quel est le continent le plus barbare que la Terre ait connu? Je vous donne la parole, Monsieur Sarkozy. Quel est le continent le plus barbare que la Terre ait connu? Dites-nous ça. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Oui. C'est en Europe qu'on s'est battu. Oui. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Très bien. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Merci. Et la Libye. Si vous n'avez pas l'Union européenne, et l'Irak, vous avez des affrontements considérables. Et la Syrie. Bon, Monsieur Sarkozy, merci. Donc, comment un continent qui traîne politiquement face au reste du monde de telles dettes de sang, des crimes contre l'humanité immenses, un continent qui a pratiqué la Shoah, qui a exterminé 6 millions de Juifs, comment un continent qui a déporté et fait mourir des centaines de millions d'Africains, comment un continent qui a massacré, qui a exterminé sur leur propre sol en Afrique des centaines de millions d'Africains, comment un continent qui a pillé l'Afrique depuis 600 ans peut-il avoir des représentants qui se déplacent aujourd'hui en Afrique avec dans leur bouche
l'idée selon laquelle ils ont à enseigner aux Africains la démocratie, comme étant le summum de l'ordre politique. S'ils étaient démocrates, auraient-ils pratiqué la traite négrière? S'ils étaient démocrates, les dirigeants européens, auraient-ils pratiqué la barbarie, les discriminations et les massacres coloniaux? S'ils étaient démocrates, auraient-ils exterminé 2 millions de Hereros ou de Namas en Namibie, les Allemands? Auraient-ils massacré des centaines de milliers d'Abbés en Côte d'Ivoire, les Français? Auraient-ils massacré 1 million de Camerounais entre 1955 et 1971 au Cameroun, l'armée néocoloniale française et ses supplétifs africains? Auraient-ils massacré à Tiaroy les soldats de l'armée coloniale qui avaient aidé la France à se libérer du nazisme, s'ils étaient démocrates? S'ils étaient démocrates, auraient-ils massacré devant l'hôtel Ivoire en novembre 2004 plus de 60 Ivoiriens, les soldats français? S'ils étaient vraiment démocrates, la France aurait-elle organisé une centaine de coups d'État en Afrique et des éliminations ciblées d'opposants politiques africains? Est-ce que, honnêtement, une puissance qui a fait ce qu'elle a fait au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Tchad, au Niger, au Togo, au Bénin, est-ce que cette puissance a encore, alors qu'elle n'a ni jugé, ni réparé les crimes contre l'humanité qu'elle a perpétrés en Afrique, est-ce que cette puissance a le droit d'enseigner la morale politique? Prenons la puissance américaine, que l'on présente aussi comme une grande démocratie occidentale. Mais la puissance américaine a été construite sur l'extermination des Indiens d'Amérique et l'esclavagisation des Noirs d'Afrique. Comment cette puissance, qui n'a toujours pas payé pour ce qu'elle a fait, cet immense crime contre l'humanité indienne, ce qu'on appelle les Native Americans, cet immense crime contre l'humanité négro-africaine qu'elle a perpétré, l'Amérique ne s'en est jamais repentie. Elle n'a même pas commencé à indemniser les victimes. Elle continue d'ailleurs à les martyriser. Puisque les Noirs américains sont la population la plus méprisée qui soit aux États-Unis. Mais comment ces gens-là peuvent prendre des avions ou des bateaux pour venir en Afrique parler d'enseigner la démocratie? Tout au long du XXe siècle, le régime de l'apartheid en Afrique du Sud a perpétré les pires crimes contre le peuple africain. Mais toutes les grandes puissances occidentales soutenaient le régime de l'apartheid, lui vendaient des armes, commerçaient avec lui et travaillaient même dans des laboratoires de contrôle génétique de la population africaine aux côtés de ce régime. Étudiez les œuvres du terrible docteur Wouter Basson. Et vous verrez de quoi je parle. Donc, en fait, quand des représentants des pays de l'Union européenne, des représentants des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, se déplacent en Afrique pour parler de démocratie, est-ce qu'ils se rendent compte que le simple fait de vouloir dire aux Africains ce qui est juste et bon leur est interdit par le fait que la grande tragédie qui les lie à l'Afrique, les grandes tragédies qui les lient à l'Afrique n'ont pas été juridicisées? Ni la traite négrière, ni les massacres et les pillages, les destructions coloniales, ni les destructions néocoloniales et impérialistes de l'Occident en Afrique n'ont fait l'objet de procédures de droit. Elles n'ont fait l'objet d'aucune réparation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Haïti. Mais Haïti n'est rien d'autre que la victime de la vengeance du négrisme, la vengeance du racisme, la vengeance de l'impérialisme occidental contre la première république noire indépendante. Ce sont les conséquences que nous constatons aujourd'hui à Haïti. Un règlement de compte contre un peuple africain qui a voulu être libre et indépendant et qui a été appauvri, conduit à la misère la plus élémentaire et à l'autodestruction. Bon, toutes ces choses-là, les Africains cultivés qui ont lu les livres utiles, les Africains cultivés qui ont accédé à l'information scientifique sur l'histoire internationale, les Africains les connaissent maintenant. Et par la magie des réseaux sociaux, ils accèdent à une vitesse comparable à celle de la lumière électronique. Ils accèdent à cette connaissance juste de l'histoire longue du continent. Que le continent était un continent
de pratique de consultation populaire. Longtemps avant le moment gréco-romain, avant la naissance des démocraties grecques et romaines, les démocraties occidentales. Deux, que mais les mêmes puissances occidentales, négrières, coloniales, néocoloniales, ont pratiqué une inhumanité sans borne contre les Africains. Trois, que cela n'a pas été l'objet d'une réparation judiciaire. Et puis que quatre, il est impossible que des représentants de puissances qui n'ont pas encore payé un tiers, même un huitième, même un dixième, même un millième de ce qu'elles ont perpétré comme crime contre l'humanité africaine, eh bien s'arrogent l'initiative de dire aux Africains quel ordre politique ils doivent avoir. Mais, toujours à propos de cette propagande démocratique, il ne faut pas oublier le grand moment de 1990. Pour ce qui concerne l'Afrique francophone, François Mitterrand prononce le 20 juin 1990 à La Baule un discours dans lequel il conditionne l'aide française au développement à l'Afrique à la mise en place du modèle démocratique multipartiste. C'est-à-dire que les mêmes puissances qui, comme puissance coloniale, ont contribué à l'élimination des mouvements d'indépendance partout où elles le pouvaient en Afrique, les mêmes puissances reviennent à travers, par exemple, la France, dire qu'il faut restaurer un système démocratique pluraliste. Alors même qu'elles ont tué le pluralisme en éliminant les mouvements d'indépendance. Ce système démocratique multipartite s'avère une manière de libérer les passions ethniques qui ont été exacerbées par la culture du tribalisme colonial, du tribalisme néocolonial et du tribalisme postcolonial dit d'État. On sait qu'on a inculqué aux Africains le mépris mutuel et que les Africains eux-mêmes sont devenus champions de la division interne. On leur a appris à mépriser le nordiste, à mépriser le sudiste, à mépriser le centriste, à mépriser le western, à mépriser l'estern. On leur a appris à se mépriser réciproquement sur la base de préjugés ethniques savamment entretenus et auxquels les Africains eux-mêmes ont amplement participé. On leur a appris à se redouter, à se méfier les uns des autres et à ne se sentir en sécurité que lorsqu'ils reproduisent dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'administration, dans les entreprises, quand ils reproduisent leurs groupes ethniques. On vient en 1990 leur dire, eh bien maintenant, organiser une compétition politique dans laquelle, eh bien ce sont ceux qui ont le plus grand nombre de voix qui pourront l'emporter. On sait très bien que le réflexe de l'Africain élevé dans la colonie, dans la néocolonie, et avec le préjugé tribal comme moyen de diviser pour mieux régner, ce sera de voter pour son frère de village, son frère de tribu, son frère d'ethnie. Et voilà comment, au début des années 90, l'Afrique explose. Les partis politiques se reconfigurent en partis ethniques. Ils sont enfermés dans la logique du village. Et partout où apparaissent des coalitions transversales qui essaient de dépasser le fait ethnique, on va s'efforcer de récuser le résultat des élections démocratiques. Je prends l'exemple du Cameroun. En 92, Ni John Frundi bat Paul Biya dans les urnes, grâce à une alliance transethnique qui s'appelle l'Union pour le changement. Paul Biya, soutenu par la France, soutenu par les États-Unis, soutenu par l'Angleterre, soutenu par les anciennes puissances coloniales et négrières, Paul Biya refuse de reconnaître le résultat des élections. Et plus tard, celui qui était son chef d'état-major, le général Semengue, dira « Si Paul Biya avait reconnu le résultat des élections, c'est-à-dire s'il avait reconnu sa défaite de 1992, nous, armés, avec le soutien de la France, nous aurions pris le pouvoir pour maintenir l'ordre instauré par nos maîtres. » Voilà les mots du général Pierre Semengue, il est encore vivant. Et l'interview dans laquelle il le dit est encore disponible sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la démocratie, prôné par François Mitterrand dans son discours de La Baule du 20 juin 1990, n'était rien d'autre qu'une torpille lancée dans les anciennes colonies françaises afin d'exacerber leur division interne. Quel était le but de cette torpille? Cette pseudo-démocratie qui n'était rien d'autre qu'un piège pour l'exacerbation du tribalisme politique et l'affaiblissement des États africains à peine sortis de la fameuse guerre froide. Le piège avait pour but précisément de fragiliser les sociétés africaines pour les rendre beaucoup plus malléables à la nouvelle domination qui était préparée contre elles.
la domination du Fonds monétaire international, la domination de la Banque mondiale et la domination de la dévaluation de leur monnaie. Car c'est dans une Afrique affaiblie par la restauration autoritaire, arbitraire et confuse de la soi-disant démocratie multipartite que l'on va faire imposer les programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire la privatisation des pans entiers de la souveraineté de l'État, et on va imposer justement les crédits à taux prohibitifs de la Banque mondiale qui vont assujettir les États africains à la dépendance aux institutions mondiales financières occidentales. Eh bien, les fameux clubs de Paris, de Londres, de Washington, de Bruxelles vont reprendre le pouvoir. Voilà pourquoi. Alors que dans son discours de la Baule, Mitterrand prétendait que jamais il ne procéderait à une nouvelle dévaluation de la monnaie néocoloniale du franc CFA, eh bien, 4 ans plus tard, 1994, il procédait à une dévaluation à 100% de la monnaie africaine. C'est-à-dire que Mitterrand se donnait à travers le CFA le pouvoir de récupérer gratuitement les richesses africaines. Là où il payait 50% de leur valeur réelle aux Africains, Mitterrand se donnait maintenant, avec cette dévaluation, le pouvoir de ne rien payer. Il pouvait prendre les richesses des pays d'Afrique francophone gratuitement, puisqu'il avait dévalué de 100% leur monnaie. Donc en fait, la soi-disant restauration de la démocratie multipartite des années 90 s'avère une escroquerie, une de plus, comme la colonisation l'a été, comme la traite négrière l'a été. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? La grande déstabilisation de l'Afrique qui a été organisée par l'OTAN, notamment à partir de 2011, par la destruction de la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, organisation terroriste créée par les services occidentaux et leurs alliés moyen-orientaux. Cette grande déstabilisation, une fois qu'elle a eu lieu, que Kadhafi a été tué, que la Libye a été bombardée pendant 6 mois par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et que les alliés de l'OTAN, donc des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, ont envahi le Sahel, après avoir été armés en Libye, une fois que cela a été fait, au nom de la lutte antiterroriste et de la défense de la démocratie, on a vu les armées des grandes puissances occidentales reconstituer leurs camps militaires coloniaux, renforcer leur présence militaire tout au long de la bande sahélienne, au Tchad, au Niger, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au nord du Cameroun, en Centrafrique, ils étaient de retour. Avec le recul, l'expertise révèle que la grande déstabilisation de la Libye en 2010-2011 avait clairement pour but la déstabilisation subséquente du Sahel dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie des dominos, laquelle déstabilisation du Sahel permettrait de justifier le repositionnement des bases militaires, les bases militaires occidentales tout au long de la bande sahélienne. Une fois que ces bases militaires seraient repositionnées, on laisserait les terroristes attaquer le golfe de Guinée et on proposerait de la même façon aux pays du golfe de Guinée d'accepter le positionnement de bases militaires occidentales, le but étant de contrôler, dans ce 21e siècle, l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz, le coltan, le lithium, bref, de contrôler ad vitam aeternam, pour le compte du capitalisme occidental, l'essentiel des matières premières stratégiques de l'Afrique. Ce plan est maintenant une lapalissade. L'africaine des campagnes, l'africain des campagnes, l'africain des villes, l'africain des diasporas savent que l'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses, par de soi-disant islamistes djihadistes, mais que l'Afrique est attaquée par la coalition occidentale qui a armé justement les groupes terroristes afin de légitimer, dans le cadre de sa théorie de l'ordre par le chaos, sa présence militaire, sa présence économique et sa prépondérance politique sur le continent. Nous avons ardemment travaillé depuis plus de 20 ans pour que l'Africaine et l'Africain ordinaire accèdent à cette évidence. Et c'est parce que cette évidence est devenue populaire qu'un leadership africain nouveau a justement émergé en Afrique de l'Ouest notamment, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et c'est ce leadership qui est en train d'émerger au Sénégal pour affirmer
la nécessaire souveraineté africaine et contrer la propagande démocratique telle qu'elle est administrée depuis l'Occident. Mais cette propagande démocratique, elle a ses défenseurs internes. Et il faudrait que nous nous intéressions à leur manière de jouer, à leur manière d'opérer, les défenseurs internes. Et c'est l'objet de la deuxième partie de notre propos. Comment les défenseurs internes en Afrique, c'est-à-dire les despotes africains, manipulent le thème démocratique. Je vous ai expliqué comment les Occidentaux, les puissances occidentales, j'entends, ont manipulé le thème démocratique. Maintenant, dans la deuxième partie de mon propos, je vais parler de la manipulation du thème démocratique par les dictateurs africains. Alors, d'abord, j'ai montré que les grandes puissances négrières, coloniales et impérialistes occidentales n'ont jamais été elles-mêmes réellement profondément convaincues des bien fondés de la démocratie. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas 12 monarchies qui triomphent en leur cœur et qui sont célébrées sur les réseaux sociaux, dans les grands journaux et qui sont l'objet d'une tendresse incroyable. Imaginez quand il y a le roi d'Angleterre qui est malade, mais c'est toute l'Europe qui s'intéresse à son bulletin de santé, c'est toute l'Europe qui pleure, quoi. C'est à oublier qu'en France, on a tranché la tête du roi, quoi. Ils sont là, oui, le roi est malade, comme si on l'avait élu. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui sont malades en Europe, on pourrait en parler quand même. Le roi d'Angleterre n'a pas été élu. Ça ne devrait pas être une autorité politique européenne si les Européens étaient des démocrates. Mais pourtant, sa moindre céphalée est un problème. Bon. Donc j'ai bien montré qu'il y a une hypocrisie démocratique occidentale. Elle vient du fait que le régime démocratique n'a même pas lui-même correctement été assimilé par les Occidentaux. Mais pour les Africains, c'est encore plus grave parce que les grandes puissances occidentales qui ont commis les plus graves actes de barbarie contre l'Afrique sont celles qui veulent enseigner la démocratie aux Africains. Ça ne passe pas, c'est difficile, c'est pas possible, ça ne passe plus. Ensuite, je vous explique que les grands actes de déstabilisation stratégique de l'Afrique sont le fait de ces soi-disant puissances démocratiques. Au nom de la démocratie, ils ont bombardé la Libye, ils ont assassiné des centaines de milliers de personnes. Ils ont bombardé la Somalie, ils ont assassiné des centaines de milliers de personnes. Avant, ils avaient bombardé l'Irak, ils ont assassiné des centaines de milliers de personnes. Bombardé la Serbie, assassiné des centaines de millions de personnes. Non, ben, écoutez, ils ont bombardé le Vietnam, assassiné des millions de personnes. Non, écoutez, les Africains sont désormais au courant qu'on ne leur veut pas du bien avec cette histoire de démocratie. Mais regardons les défenseurs de l'idéologie démocratique en Afrique. Et c'est l'objet de la deuxième partie de mon propos. D'abord, il y a ceux qui sont sincères. Ceux que j'appelle les malades normaux. C'est-à-dire, il y a le fait que l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite politique africaine a été globalement éduquée dans des programmes d'enseignement conçus par l'Occident. Et quand vous avez reçu cette éducation occidentale, vous grandissez. Et moi-même, j'ai pu être pendant longtemps victime de cette naïveté. Vous grandissez avec la croyance que la démocratie, c'est le meilleur régime politique que l'homme ait jamais pensé. Mais c'est ce que nos maîtres nous ont enseigné en Afrique. Nous-mêmes, quand nous sommes devenus des maîtres, c'est ce que nous avons enseigné en Afrique et c'est ce que nous sommes chargés d'enseigner selon nos programmes occidentaux. L'idéalisation démocratique. Ça, c'est le premier problème. La plupart des êtres humains que vous allez croiser sur la Terre utilisent le mot démocratie comme les croyants en général utilisent le mot Dieu. J'espère que vous savez que quand vous dites Dieu, en réalité, vous parlez du Dieu de votre compréhension. Dieu ne signifie pas la même chose dans deux cerveaux. Même moi, et puis mon fils, si je prends, je ne sais pas, mon fils Miko ou mon fils Théo, et que je commence une discussion avec eux, pour savoir ce que nous entendons par Dieu, on va découvrir que nous n'avons pas la même compréhension de Dieu. Donc le mot Dieu est utilisé à toutes les sauces, n'est-ce pas? Mais pourtant, personne ne dit exactement la même chose quand il dit Dieu. Parce que nous avons chacun notre compréhension du divin. Maintenant, s'il faut répéter ce que dit la Bible, ce que dit le Coran, ce que dit la Torah, ok, on va avoir les mêmes phrases. Mais est-ce que derrière ces phrases, il y a la même pensée? Non. Et heureusement, cela permet à chacun de se développer, de développer sa spiritualité. Ça permet à chacun d'approcher un idéal, mais un idéal qui ne sera jamais parfait. Et le fait que nous ne comprenions pas Dieu de la même façon est une chance. Parce qu'en réalité, ça nous permet de progresser les uns avec les autres, de nous inspirer les uns des autres. Parce que ce que toi tu as compris, l'autre ne l'a pas compris. Quand tu diras comment tu comprends Dieu à l'autre, mais l'autre peut s'inspirer de toi pour progresser aussi un peu. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément penser comme toi, heureusement.
Dieu, en créant donc le monde, a fait plusieurs couleurs. Mais parce qu'il avait prévu qu'il y ait plusieurs pensées, qu'il y ait plusieurs points de vue. Le monde est beau parce qu'il y a plusieurs perspectives. Si le monde avait une seule couleur, est-ce qu'il serait beau? Alors Dieu, en créant l'humain, lui donne la possibilité de penser, c'est-à-dire d'interpréter librement, et ainsi de construire son opinion et de cheminer en s'inspirant des autres. Donc voilà donc cette histoire de démocratie. Nous, on nous l'a enseigné en Afrique et on l'enseigne en Occident comme étant un catéchisme. C'est un catéchisme. On aligne tous les régimes politiques en dehors du régime démocratique. On montre leurs limites, leurs failles et on dit que la démocratie est le meilleur. Mais regardons la démocratie non pas du point de vue de la théorie, mais du point de vue de la pratique. Et on verra que la démocratie n'est pas forcément le meilleur des régimes. Les régimes démocratiques ont été capables de commettre les pires barbaries au monde. Et on trouve à l'intérieur de l'histoire de la philosophie occidentale des auteurs critiquent la démocratie. Oui, Platon, par exemple, est un critique de la démocratie. Il a produit très tôt une très grande critique de la démocratie, en montrant que la démocratie était un système politique qui était de nature à faire triompher les passions les plus viles. Puisque c'est la loi du nombre qui l'emporte en démocratie, eh bien, il est tout à fait possible que le nombre décide de faire d'une aberration mais le point de vue dominant la société. Il y a une critique de la démocratie, par exemple, chez la Boétie, qui montre que les systèmes politiques humains peuvent dériver dès lors que les hommes s'abandonnent à des dirigeants qui décident de tout pour eux. Étienne de la Boétie écrit le discours de la servitude volontaire, pour expliquer que même dans un système dit démocratique, mais les hommes peuvent se comporter comme des moutons. L'un des plus grands critiques de la démocratie au XIXe siècle, ici en Occident, c'est Alexis de Tocqueville. Il a écrit de la démocratie en Amérique, montrant comment un système démocratique peut aisément dériver en tyrannie ou en moutonnerie. Comment les sociétés démocratiques ont tendance à fabriquer des individus suiveurs moutonniers, des décérébrés, qui se réfugient dans leurs vacances et leurs loisirs, et qui laissent la question politique, en effet, à une classe politique spécialisée qui les manipule. Ce qui donne donc la domination technocratique et bureaucratique. Ne sont-ce pas les démocraties qui ont permis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de Mussolini? Ne sont-ce pas des démocraties? Elles sont tout à fait capables d'accoucher des monstruosités absolues. Donc, les Africains ont été éduqués à l'idée que quand tu veux revendiquer la morale politique, tu dois être démocrate. Tu dois te montrer comme un démocrate. Pourtant, cette notion de démocratie elle-même est problématique. C'est un peu comme si tu disais que tu es une bonne personne parce que tu crois en Dieu. Mais tu crois en Dieu, ça ne veut rien dire. A priori, ça ne veut rien dire, tu crois en Dieu, mais il y a plusieurs façons de croire en Dieu. Essayons de voir concrètement en quoi tu es une bonne personne. Voilà pourquoi je vous propose non pas de juger la démocratie sur la base de la théorie, parce que sur la base de la théorie, chacun peut vous aligner les idées démocratiques de telle façon que la démocratie paraisse naturellement comme le meilleur des systèmes. Mais regardons la pratique. Est-ce qu'en pratique, les démocraties ont posé les actes les meilleurs qu'il y a au monde? Est-ce que c'est sûr que les démocraties soient les régimes politiques qui ont posé les meilleurs actes au monde? Si on prend seulement la démocratie américaine, depuis qu'elle est née, c'est qu'elle a fait sur la Terre, là. Est-ce que ça peut être présenté comme un résultat positif? Bon, prenons la démocratie française, depuis qu'elle est née, mettons avec la Révolution française. Ce qu'elle a fait dans le monde, là, est-ce que ça doit être mis à l'actif des démocraties comme étant un avantage? Les colonisations, les barbaries, les déportations, les exportations, les éliminations, les opérations homo, tout ça là, on mettrait ça à l'actif des démocraties. Prenons donc la démocratie britannique, dont Alassane Dramane Ouattara, l'un des plus naïfs répétiteurs de la doctrine propagandiste démocratique occidentale, nous dit que la démocratie est née en Grande-Bretagne avec les parlements. Mais il y avait des parlements en Afrique avant qu'il y en ait en Europe. M. Ouattara a étudié l'histoire de l'Afrique. Des assemblées existent en Afrique longtemps avant qu'elles n'existent en Europe. La première grande déclaration malienne des droits de l'homme de 1236, elle a lieu dans le cadre d'une réunion parlementaire. La charte du Manding Kanlikan, elle est proclamée dans le cadre d'une réunion parlementaire, monsieur. Ah non, la démocratie est née en Grande-Bretagne. Voilà, c'est ça les traits africains qui nous ont été infligés. Bon, alors donc, très sérieusement, en Afrique, il y a donc des gens qui sont, on va dire sincèrement, honnêtement, mais naïvement démocrates. Parce qu'ils pensent avoir trouvé le super système politique avec lequel ils peuvent critiquer tous les autres. Or, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun système politique qui ne soit pas critiquable. Le système démocratique l'est.
Mais maintenant, il y a un deuxième groupe de démocrates africains. Ça, ce sont les démocrates non sincères, les voyous, les despotes. Ils ont compris que pour donner l'impression d'être démocrate, il faut organiser des élections superficielles. Pour donner l'impression d'être démocrate, il faut instaurer des institutions sur lesquelles on a un contrôle total. On crée un système électoral et on contrôle tout le système électoral, notamment au niveau de la proclamation des résultats. On crée un système constitutionnel, on contrôle la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont vocation à valider les décisions électorales. Ensuite, on crée un système sécuritaire, on contrôle essentiellement les corps qui possèdent les armes les plus létales, les corps les mieux armés, la garde présidentielle, les forces spéciales, les renseignements généraux. On contrôle ça, on contrôle bien l'armée de l'air. Et puis on est assis. Ensuite, on crée un système économique qui n'est pas au service des populations, on contrôle essentiellement les régies financières pour ramasser l'argent des douanes, ramasser l'argent des impôts, ramasser l'argent des crédits aberrants contractés à l'étranger, ramasser l'argent des intérêts qui sont faits avec l'argent public dans les circuits financiers et dans les paradis fiscaux. On met ça en place et puis on est assis. Donc, tous les 5 ans, on organise une parodie de démocratie électorale dans laquelle les résultats sont d'avance dictés par le dictateur. Le nombre d'électeurs, le nombre de voix, c'est lui qui dicte. Et ces gens-là se permettent de se promener à travers l'Afrique et le monde pour dire qu'ils ont été élus. Ouattara Draman dit qu'il a été élu. Et de cela, il se prévaut pour donner des leçons au Mali d'Assimi Goïta, au Burkina Faso de Traoré Ibrahim ou au Niger d'Abdourahmane Tchani. Paul Biya se lève, il dit qu'il a été élu. Je suis là depuis 42 ans. Je n'ai pas pris le pouvoir par coup d'État. Voilà des gens qui perpètrent des coups d'État constitutionnels, des coups d'État civils, depuis très longtemps, et qui, eux aussi, disent qu'ils sont là démocratiquement. Paul Biya dit qu'il a été élu. Pourtant, c'est lui qui nomme tout l'appareil électoral. C'est lui. C'est lui qui nomme la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. C'est lui. Tous les membres sont des membres de son parti. C'est lui qui contrôle les institutions de communication où on va proclamer les résultats. C'est lui. Et il vient dire qu'il a gagné les élections. Comment tu peux avoir gagné des élections qui n'ont pas eu lieu? Puisqu'avant l'élection, on sait déjà que tu dois être proclamé élu. Les Bongo disent qu'ils organisaient les élections. Depuis quand Omar Bongo a organisé les élections? Nous avons tous la vidéo de sa prise du pouvoir qui lui a été remis par la France à l'ambassade du Gabon à Paris, par Léon Ba. C'était à Paris, là, 1964 ou 66. Je vous présente celui qui va diriger le Gabon si je ne suis pas là. Il s'appelle Albert Bongo. Le voici. Voilà comment Bongo est devenu président du Gabon. Et il s'est mis à organiser des trucs qu'il appelle élections. Personne n'y croyait. Lui-même, il n'y croyait pas. Son fils s'est mis à organiser des trucs qu'il appelle élections. Personne n'y croit. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé dit qu'il a élu. Où? Est-ce que son père a été élu? Au Togo. Est-ce que le papa de Faure a été élu? Il a fait un coup d'État. Etienne Gnassingbé Yadema. Et dès lors qu'Etienne Gnassingbé Yadema était assis au pouvoir au Togo, qui peut appeler ce qu'il organisait tous les 5 ans élections? Est-ce que quelqu'un osait être candidat face à lui? Même quand le multipartisme est revenu, lui il a accepté. Est-ce qu'il a même eu l'humilité de Mathieu Kérékou au Bénin d'accepter une défaite électorale? Bongo? Yadema? Bon, il organise des machins et puis lui aussi dit, j'ai été élu par le peuple togolais. Le Togo en besoindra toujours de la France et la France en besoindra toujours du Togo. Voilà comment le peuple togolais a été pris en otage. En 2005, son fils, il a pris le pouvoir comment? Par coup d'État, non? Il est venu, il a pris le pouvoir, puisqu'il contrôlait l'armée, il a pris le pouvoir. Depuis là, il manipule les résultats, il proclame ses résultats, il dit qu'il est élu. Et puis bon, il se promène quand même aussi en Afrique et dans le monde, et il se présente comme un président élu. Et bon, lui, il essaie de donner des leçons aux autres. Comment c'est possible ça? Le Tchad. Depuis quand il y a eu élection au Tchad du président? Depuis la mort de Tombalbaye.
Jusqu'à ce jour. Le Tchad a connu quoi? Vous appelez quoi? Il y a eu quelle élection au Tchad? Entre qui et qui? Tout se règle au canon avec le soutien de la puissance néocoloniale française. Voilà le Tchad. Et ils disent que le 6 mai, ils vont faire une élection. Qui croit qu'il va y avoir une élection? Quand vous regardez la tête à Mahamat Kaka Déby, là, vous pensez que lui, il peut aller à une élection? Il a transformé Succès Masra en musicien d'église. Parce que Masra sait que le résultat a déjà été dicté par le fameux accord France-africain de Kinshasa. Quand il est allé à Kinshasa, accepter d'être Premier ministre de Kaka, on lui a dit, avec Kaka, vous allez organiser un simulacre électoral. Kaka sera élu dès le premier tour et tu vas reconnaître ta défaite. C'est tout. Tu reconnais ta défaite parce que de toute façon, tu sais que Kaka, il contrôle la Cour constitutionnelle et il contrôle la commission électorale. Donc, tu sais très bien qu'il va proclamer les résultats qu'il veut. Bon, mais donne l'impression que tu es heureux. Et voilà, Échec Masra en train de danser dans Toundiamena. 1, 2, 3, il prend sa guitare et puis il danse. Il simule la démocrature. Mais qui croit? Personne n'y croit. Le seul qui a voulu qu'il y ait une véritable élection, récemment dans ce pays, le Tchad, mais d'un commun accord, Kaka et Échec lui ont mis une balle dans la tête. Yaya Dilo. C'est ce qu'ils ont fait. Tout le monde a assisté, nous avons assisté en direct. Ça s'est passé en pleine journée, le 28 février 2024, à l'assassinat de Yaya Dilo, l'opposant qui demandait une véritable compétition politique équitable au Tchad. Donc, qui croit encore que cette histoire de Kaka et de Masra concerne les Tchadiens? Seuls les Tchadiens les plus étourdis se laissent prendre à ce jeu. Les Tchadiens devraient vaquer tranquillement à leurs occupations, il n'y aura rien en mai. Il n'y aura rien en mai. La lutte est amenée autrement. Donc, les dictateurs africains, et c'est le cas au Congo-Brazzaville, bon, Sassou Nguesso ne peut quand même pas dire à quelqu'un qu'il a été élu. L'Afrique doit entendre des vérités. Hein. Au Congo-Brazzaville, il n'a pas été élu. Il a pris le pouvoir par coup d'État. Et chaque 5 ans, il fait un coup d'État constitutionnel. Au Gabon, c'est ça. Il n'y a pas de différence entre Oligué et les autres. C'est la même logique. C'est ça au Tchad. C'est ça au Cameroun. C'est ça au Togo. C'est ça en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. À savoir que ces gens-là utilisent des terminologies démocratiques, mais ils ont une pratique barbare. J'en profite pour faire remarquer à certains de mes frères et sœurs camerounais qui me demandent toujours quand est-ce que je rentre au Cameroun. Qu'il y a une petite différence quand même entre la dictature du Sénégal de Macky Sall et la dictature du Cameroun de Paul Biya. Ou la dictature du Tchad des Déby. Dans la dictature de Macky Sall, on tue les partisans des opposants. On ne tue pas les opposants eux-mêmes directement. Dans la dictature de Macky Sall, on tue les partisans des opposants. On ne tue pas les opposants eux-mêmes directement. Alors que dans la dictature en Afrique centrale, la dictature des Biya, la dictature des Déby, la dictature des... on tue l'opposant lui-même. Vous avez vu la balle dans la tête de Yaya Dilo. Si Sonko était tchadien, Sonko aurait pris une balle dans la tête. Si Diomaye Faye était tchadien, il aurait pris une balle dans la tête. Il faut que vous le sachiez. S'ils étaient camerounais, ils ne seraient sûrement pas vivants. Vous avez vu par quoi le président Maurice Kamto est passé. Et il ne serait surtout pas libre. Il faut que vous sachiez qu'en Afrique centrale, c'est une révolution populaire massive et une révolution au niveau des forces de défense et de sécurité qui vont libérer l'Afrique centrale. Ce n'est pas une élection. Les dictateurs d'Afrique centrale sont impitoyables. Ils trichent en plein jour. C'est-à-dire que les résultats que Sonko a obtenus là, Paul Biya, il proclamerait que son candidat a été élu, que lui-même il a été élu. D'abord, Paul Biya n'accepterait même pas que quelqu'un soit candidat. Actuellement, là, plus de 90 ans, il n'est pas prêt à accepter que quelqu'un soit candidat du RDPC de son vivant. Macky Sall, lui, l'a reculé dessus. Donc, Camerounaises, Camerounais, ceux d'entre vous qui sont pressés de me voir au Cameroun, vous savez que vous êtes pressés de voir le peuple camerounais faire sa révolution. Vous êtes peut-être pressés de voir l'armée camerounaise faire sa révolution. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique avec un gouvernement qui a braqué la population, un gouvernement
qui n'est pas prêt à laisser vivre ses opposants. Et c'est ça la nature du gouvernement en Afrique centrale. D'accord? Donc, disons ça très clairement. Quels sont ceux qui manipulent le thème démocratique en Afrique? Mais ce sont les ennemis de la démocratie. Les partisans de Biya, les partisans de Ouattara, les partisans des Déby et Masra aujourd'hui, les partisans de Macky Sall qui sont en train de refluer actuellement au Sénégal, les partisans de Faure Gnassingbé, les partisans de Talon, tous ces gens-là, en réalité, utilisent la démocratie comme un moyen de chantage contre le peuple. Parce qu'ils sont en train, et depuis très longtemps, de pratiquer le contraire de ce qu'ils disent. Ils verrouillent les élections, ils verrouillent la Cour constitutionnelle, ils verrouillent l'armée, les forces de sécurité stratégiques, ils verrouillent les régies financières de l'État, et après, ils parlent le langage démocratique, mais du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Vous avez compris? Donc, en fait, en Afrique, les véritables ennemis de la démocratie, mais regardez Tshisekedi au Congo. Il parle de démocratie, Tshisekedi, alors qu'il a dealé, comme l'a révélé le président Macron, pour être président. Il n'avait pas été élu. C'est un compromis, entre guillemets, à l'africaine qui l'a amené au pouvoir. Et maintenant, il est en bisbille avec ses alliés, Kagame et Kabila, avec lesquels ils ont truqué l'élection précédente. Et sans lesquels il a quand même truqué l'élection suivante. Donc, en fait, il faut que vous vous rendiez compte que partout où vous entendez les gens dire c'est la démocratie, nous sommes là pour vraiment faire... Attention, c'est exactement le contraire qu'ils font. Les ennemis de la démocratie en Afrique, ce sont les dictateurs. Et vous remarquerez que les dictateurs africains excellent dans l'usage du langage démocratique. Maître du verbiage démocratique, Paul Biya. Tous ces ministres, si vous entendez, ils sont capables de tout justifier au nom de la démocratie. Et les militants de Biya, les gens du RDPC, sont très forts pour ça. D'ailleurs, ils ont mis démocratie dans le sigle de leur parti. Ça, c'est déjà un très mauvais signe. Quand vous voyez un parti qui dit que lui, il est démocratique, sachez que ce n'est pas tout à fait vrai. La démocratie est un cache-sexe pour la pratique de l'autocratie en Afrique. Les gens de Ouattara, ils sont très forts pour ça. Ils savent utiliser les concepts, les mots, la terminologie démocratique. Talon, alors au Bénin, c'est un expert. Mahamat Kaka, lui aussi, utilise des mots qui ressemblent à ça. Masra, quant à lui, vous pouvez le réveiller même à 3 h du matin, il va faire tourner son moulin à paroles démocratisante, alors qu'en réalité, il est dans une alliance de voyous contre le peuple tchadien. Oui! Faure Gnassingbé prétend aussi parler démocratie, il parle ce jargon-là. C'est une démocratie jargonneuse, purement transitaire, superficielle. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ils ne respectent même pas ce qu'ils disent. Les mots ne correspondent pas aux réalités. Ils parlent d'état de droit. Ils ne respectent pas l'état de droit. Ils parlent de liberté. Ils ne respectent pas les libertés fondamentales. Ils parlent de transparence. Mais ils ne sont transparents ni au niveau des votes, ni au niveau de la gestion des finances publiques. Ils parlent de préparer l'avenir, alors que ce sont en réalité d'abord de très grands voleurs de fonds publics. C'est ce qu'ils font. Ils ont la main sur les fonds publics. Pour leur famille, pour leurs personnes, pour leurs proches. Voilà ces gens-là qui sont les champions du langage démocratique. Donc en Afrique, on a deux groupes. Les naïfs qui répètent la dictée. Les naïfs qui répètent la vulgate, qui répètent le catéchisme démocratique qu'on leur a enseigné. Hein? Au lycée, qu'on leur a enseigné à l'université, et avec lequel on leur a donné parfois, bien sûr, un doctorat, et puis quand ils reviennent, ils jargonnent là-dessus. Non, 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 non. Là, on doit séparer, on doit respecter le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de ceci, tout ce qu'on leur a appris. Mais concrètement, ça ne donne rien. Dans la pratique, ils n'en font rien. Au point que, dans le langage africain ordinaire, le mot démocratie connote la notion de désordre. Quand on dit « Ah, c'est la démocratie ici à la maison aujourd'hui », ce qu'on veut dire, c'est le désordre. Démocratie, dans l'esprit populaire des Africains, signifie désordre. Parce qu'en réalité, ni les élites intellectuelles, morales, les élites politiques, religieuses, personne ne s'est sérieusement approprié la substance morale de cette affaire. Puisque c'est impossible à mettre en place là où c'est la violence qui règne, la violence qui structure l'État. Comment tu peux mettre en œuvre, même faire fonctionner un parti démocratique, alors que tu as en face quelqu'un qui t'envoie des milices,
qui t'envoie une police aux ordres, qui t'envoie des renseignements généraux. Tu as quelqu'un qui est prêt à te faire battre, à te faire tuer, à faire brûler tes biens, uniquement parce que tu envisages de proposer à la cité une autre vision. Vous avez vu comment ils ont assassiné Yaya Dillo? C'est ça leur démocratie. C'est ce que Fela a appelé Demon Crazy, le pouvoir des démons. Ce concept de démocratie est devenu le refuge du pouvoir de la violence arbitraire en Afrique. Donc on est obligé de se méfier des démocrates, car ce sont des démocrates en réalité. Ce sont des démons déguisés en anges de lumière. Voilà la vérité. Alors, venons-en à la conclusion de mon propos. On essaye d'opposer l'idéologie démocratique contre le Mali, le Burkina et le Niger en leur demandant d'organiser d'art des élections pour pouvoir entrer dans le cercle vertueux des nations qui ressembleraient aux États-Unis, à la France, à la Belgique, etc. Et les dirigeants des dictatures africaines sont aussi en embuscade pour dire que chez nous, c'est l'état de droit. Chez nous, vraiment, tout est respecté, les institutions fonctionnent bien, le Mali, le Burkina, le Niger. Nous allons répondre maintenant à cela. Quelle est la solution? La solution de la crise de la théorie politique et de la pratique politique africaine n'est pas dans l'instauration d'une soi-disant vraie démocratie. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, la démocratie est une expérience qui a été conçue par des Grecs pour des Grecs. Il faut que l'Afrique se réapproprie conceptuellement, intellectuellement, spirituellement son processus politique, en promouvant ses propres concepts. Voilà pourquoi nous disons que pour sortir de ce chantage démocratique occidental et de ce chantage des antidémocrates, pseudo-démocrates dictateurs africains, il faut nous engouffrer dans un travail théorique nouveau, dans un travail de renaissance politique africaine à travers le concept de Mahat. Le plus ancien concept politique, moral de l'Afrique, c'est le concept de Mahat. Il signifie vérité, justice, solidarité. Il a 3 sens. Un premier sens qui est spirituel. Il s'agit de la recherche de la proximité la plus profonde entre l'homme et le Créateur. L'homme doit s'efforcer de continuer l'œuvre créatrice divine et donc de protéger la vie, d'en célébrer les forces, de les canaliser, de les reproduire avec noblesse. Le concept démocratie a une signification au niveau de l'organisation politique de la cité. Il s'agit de faire régner la justice entre l'homme et l'homme, entre l'homme et le règne animal, entre l'homme et le règne végétal, entre l'homme et le règne cosmique. C'est un concept directeur de la pratique politique, sociale, économique, de la pratique écologique. Et puis à un 3e niveau, le concept de Mahat est un concept qui pose que la société ne peut pas transiger sur un certain nombre de principes, dont notamment le principe de la solidarité. Une société africaine proprement humaine est une société solidaire, donc qui possède des institutions protégeant toute sa population de la vulnérabilité élémentaire. Par conséquent, une société véritablement mahatocratique est une société qui est mise à l'abri de la faim, de la soif, de la maladie ordinaire par des institutions de très haut niveau. Voilà pourquoi, dans la tradition africaine, la haute connaissance scientifique est recommandée. La recherche de la vérité sous la forme de la connaissance sous ses formes les plus hautes, donc l'éducation la plus pointue des générations actuelles et des générations futures est une priorité de la tradition africaine. À partir de ces 3 valeurs, de vérité, de justice et de solidarité, on peut donc construire des institutions politiques, des institutions économiques, des institutions sociales, des institutions culturelles, de nature à générer et à faire renaître partout l'état de droit mahatocratique africain. Quel est l'intérêt de ce projet de repenser les institutions africaines à partir de la modernisation des concepts traditionnels politiques africains? Premier intérêt, nous n'allons plus nous juger nous-mêmes à partir des valeurs privilégiées par les autres. C'est-à-dire que ce n'est plus le regard non africain qui sera le critère de l'auto-évaluation africaine, mais ce sera l'autocritique africaine à partir des valeurs africaines. Premier point. Plus personne ne viendra dans les institutions internationales
plus personne ne viendra dans les affaires africaines avec des concepts importés d'expériences qui ne sont pas africaines pour juger les Africains ou pousser les Africains à se juger eux-mêmes. Premier avantage, donc, c'est l'autoréférence d'un point de vue éthique, moral et politique. Deuxième avantage, mais nous allons perfectionner ce que nos ancêtres ont fait de meilleur. Nous allons nous inspirer de l'expérience de nos ancêtres, mais en même temps tenir compte des enseignements, des expériences des autres peuples. Car en fait, l'humanité africaine n'est pas une humanité close. C'est l'humanité la plus hospitalière de la Terre, selon les normes spirituelles de sa civilisation. Par conséquent, c'est l'humanité qui apprend le mieux de tout ce qui se fait dans le monde. Quand elle est à l'aise, quand elle est en confiance avec ses propres valeurs, l'Afrique est le continent qui a la tradition capable d'héberger le plus profondément ce que l'autre a d'original. Donc, deuxième point, en s'inspirant d'elle-même, l'Afrique sera mieux capable de tirer avantage de l'expérience des autres civilisations et des siècles qui se sont écoulés. Et puis, troisième élément, mais à partir de là, l'Afrique peut être un pôle de recivilisation de la planète tout entière. Je dis souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais les gens ont oublié qu'elle peut en redevenir le temple. Ayant été le berceau de l'humanité, l'Afrique peut en redevenir le temple. C'est-à-dire que le modèle politique africain peut au contraire aider l'Europe, l'Amérique, l'Asie à repenser leur soi-disant démocratie. Leur démocratie à moitié, leur démo-monarchie, leur démo-impérialiste-ocratie, leur démo-coloniocratie. L'Afrique peut être le continent qui va, par sa renaissance, aider les autres continents politiques, aider les autres civilisations à faire davantage preuve de cohérence avec elles-mêmes. Faire davantage preuve de cohérence avec elles-mêmes. Donc il y a un enjeu mondial pour le redressement, pour la renaissance africaine sur la base des concepts politiques africains. Et c'est cette solution-là que nous devons chercher et non pas tenter de nous faire féliciter pour avoir instauré un meilleur système démocratique. Parce que si on continue avec cette histoire, on veut être la meilleure démocratie africaine, ce sera toujours la meilleure démocratie africaine du point de vue des grandes puissances occidentales. Car elles prétendent détenir le brevet, le paradigme. Elles prétendent détenir la science infuse, la science sacrée de la démocratie. Il faut donc que l'Afrique revendique sa science sacrée, celle de la méritocratie, celle de ses propres concepts, de sa propre tradition. Et ainsi, nous irons vraiment vers le monde multipolaire, le monde de la vie en commun, la vie partagée, la vie dans le respect réciproque et dans la reconnaissance de l'altérité. Une reconnaissance non allergique, comme le dirait Emmanuel Lévinas. Mes chers amis, voilà la réflexion que je voulais partager à chaud avec vous. Dire que nous devons résister. Nous devons résister à la campagne, à l'instrumentalisation du thème démocratique par les grandes puissances occidentales contre nos pays africains. Nous devons aussi résister au chantage des despotes qui veulent se faire professeurs de démocratie alors qu'ils en sont des ennemis internes. Et nous devons encourager les dirigeants africains, les élites africaines, à construire des institutions enracinées dans la conscience de la mémoire longue de la civilisation négro-africaine. Donc, en résumé, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Abdourahmane Tiani n'ont pas à accélérer la transition sur la base des injonctions occidentales, encore moins sur la base des injonctions des dictateurs africains, qui ne sont pas des modèles. Ce ne sont ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni la France, ni la Grande-Bretagne, qui doivent dicter la cadence des transitions politiques africaines. Ces puissances doivent s'occuper de la cadence de leur propre transition politique et ne pas se mêler de la cadence des transitions africaines. Ce ne sont pas non plus des dirigeants vomis par leur peuple. Les despotes qui sont à la tête du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Togo, de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ces gens-là qui doivent se tenir, la Guinée-Bissau, les Comores, les îles Comores, les Djibouti. Ces gens-là n'ont pas à se tenir devant les Africains pour oser élaborer des catégories morales. Car en fait, quand même, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, des ennemis de la liberté, des ennemis du peuple, des emprisonneurs, des endetteurs, des pilleurs, des flagorneurs, des truqueurs d'élections,
des fraudeurs d'élections. Ces gens-là n'ont plus titre à se tenir devant les Africains pour parler de moralité politique. Mais par contre, l'Afrique ne doit pas tomber dans le piège de recommencer à plonger dans le jargon démocratique pour y chercher des concepts d'auto-validation. L'Afrique doit se valider dans sa conceptualité propre, dans sa dialectique propre, dans son autocritique et son autodépassement. Nous devons chercher les principes, les valeurs de notre civilisation politique dans la mémoire longue de notre civilisation continentale, qui n'a à rougir de honte devant aucune autre, d'autant plus que pendant 4000 ans, l'Afrique éclaira le monde. Pendant 4000 ans, je vois les Russes qui viennent de découvrir que l'église chrétienne originelle était noire. Les Russes viennent de dévoiler dans leurs archives, eh bien en Russie, des icônes de l'église chrétienne originelle. Mais ce n'est que le début. Ici, dans les caves, dans les archives de l'Europe, se trouve une mémoire explosive de l'antériorité des civilisations négro-africaines dans beaucoup de domaines. Un jour prochain, tout sera dévoilé. Apocalypso, tout sera dévoilé. Je vous souhaite, Africaines, Africains, je vous souhaite, amis européens de l'Afrique des libertés, je vous souhaite à tous, d'ores et déjà, une excellente semaine Je vous souhaite une excellente semaine en ce mois d'avril qui vient.